Bonjour à tous. Je propose de commencer. Le stream commence, donc c'est parfait. Sinon, on va être un peu en retard et j'imagine bien que midi à midi 45, c'est un horaire un peu difficile. Et on vous tous aller déjeuner. Alors là, je me vois moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, j'ai entendu qu'il y a eu des doutes autour du titre de notre atelier, qui parlait des sinistres sériels à l'origine. On a fait évoluer le titre, comme vous pouvez le voir. Donc juste pour clarifier ce point, aujourd'hui nous allons parler de la notion de sinistre secondaire et des impacts en particulier sur les aspects de tarification. Donc si le titre vous paraît encore un peu brumeux, je pense qu'on va essayer d'apporter de la clarté. On va aussi essayer d'avoir une interaction, on va dire, plus interactive. On a pas mal de Mentimeter, donc c'est plutôt en mode questionnaire. Et bien sûr, on vous mettra à disposition les résultats du questionnaire à l'issue de l'atelier. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Les pointeurs. Je m'en occupe. OK. Dans un premier temps, je vais laisser les participants se présenter. Donc moi je suis Joseph Delawary, donc je suis senior manager au sein du cabinet Deloitte. Je participe aussi à l'offre climat et durabilité et j'anime un groupe de travail à l'Institut des actuaires sur le changement climatique et les impacts sur la tarification et les modèles CatNat. Pour rester chez Deloitte, je te laisse te présenter, Alexandra. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandra Douto et je travaille aussi chez Deloitte et je participe à la même offre et le même atelier que Joseph. Donc je suis très intéressée par ces types de sujets en rapport avec le climat. Bonjour, Léa Denner-Gérès, je travaille chez Partneret pour faire de la tarification des catastrophes naturelles spécifiquement et je viens de Zurich. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Georgi, je suis le Chief Underwriter PNC pour Partneret aussi. Et j'apporte une vision sur la discussion, plutôt une vision souscription que actuarielle. Bonjour, je suis Anaïs Durand et je travaille à la direction des risques de Groupama. Merci à tous. En termes d'agenda aujourd'hui, donc on va reposer le contexte, comme je l'ai dit, autour des sinistres secondaires et comment on se pose la question actuellement, notamment en lisant certains rapports, que ce soit les rapports de réassureurs ou dernièrement il y a eu un rapport sur l'assurabilité qui a été publié, donc ce qu'on appelle le rapport Langrenay, pour se poser la question, est-ce que ces sinistres secondaires sont si secondaires que ça? C'est la grosse question. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de lire les rapports de réassureurs, vous pouvez voir que c'est un élément qui ressort avec force dans les derniers rapports. Ensuite, une vue avec quelques exemples, notamment autour de la grêle en France, qui est un exemple de péril secondaire assez typique. Les impacts potentiels sur la distribution de l'allocation des risques assurantiels et comment en fait ça rebat les cartes en termes de la notion d'équité. Ensuite, une proposition avec une logique un peu exploratoire autour de l'optimisation des différents leviers, par exemple donc, la structuration de l'assurance, mais bon, d'autres éléments. Et on finira par une petite séance donc on prendra en compte vos questions si vous en avez. On a aussi nous-mêmes anticipé des questions. Et grâce au mode questionnaire, on pourra voir un peu comment la salle réagit face à ces différents éléments. Donc, je laisse la parole à Léa. Merci. Donc tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce qu'un péril secondaire. Nous avons repris la définition de Swiss Re et nous définissons dans toute la présentation les périls secondaires comme des catastrophes naturelles qui sont fréquentes, mais qui généralement ne devraient engendrer que des pertes moyennes à faibles. Donc, par exemple, nous avons la grêle, les vagues submersives, les inondations. Et ces périls ont bien été souvent sous les radars de l'industrie, voire même boudés dans la modélisation. Ce qui fait que maintenant, on remarque une qualité des données bien faible par rapport aux périls primaires, comme par exemple pour Hurricane, pour l'exposition, mais également sur la sinistralité.
Ça pose aussi des questions sur la tarification, modélisation et surveillance, qui est également plus faible que pour les périls dits primaires. Alors on pourrait s'attendre, si on les appelle périls secondaires, qu'ils aient un impact mineur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En 2023, 81% des pertes assurantielles liées aux catastrophes naturelles étaient liées à des périls dits secondaires. Et ce montant est en nette augmentation depuis 2022, puisqu'on a une augmentation de 51% de ces périls. Alors ici, on pourrait imaginer que les périls primaires sont moins faibles. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, puisque avec le réchauffement climatique, on s'attend à avoir une augmentation à la fois des périls secondaires et primaires. D'ailleurs, durant les 10 dernières années, nous avons observé, les 30 dernières années, nous avons observé que les catastrophes naturelles étaient plus importantes que les pertes globales de 3 points. Alors, la répartition maintenant périls secondaires et primaires, on voit que les périls secondaires vont augmenter de manière plus importante. Swiss Re estime un doublement dans les 10 prochaines années des périls dits secondaires. Alors aussi, ce qui va accentuer l'impact de tout type de péril, ça va être l'urbanisation et l'augmentation de la démographie. On abordera ce sujet-là, notamment avec la grêle, puisque, bien évidemment, s'il y a plus d'urbanisation, le risque est bien plus important. Ça va nous poser, nous, en tant qu'actuaires, des questions sur la revue de notre vision du risque, notamment sur les queues de distribution, donc tout ce qui est PML, mais également sur notre point de vue sur les périodes de retour, puisque des événements majeurs vont avoir une période de retour potentiellement plus basse. Et je laisse la parole à Joseph pour les premières questions. Alors, on va passer au premier Mentimeter. C'est là où on va vous demander votre contribution, pour ceux qui sont venus avec leur téléphone. Pour répondre à 2 questions, donc la première, c'est différenciez-vous les pertes attrititionnelles et celles dues au péril secondaire. Voilà. Définition d'attritionnel, donc c'est tous ceux qui se situent en dessous d'un seuil de grave. Pour ceux qui sont familiers avec, avec ce terme qui peut, en tout cas en termes de seuil, varier en fonction des entreprises et des différents assureurs. Donc actuellement, ça participait aussi au flou du titre. On différencie bien ce qu'on appelle un sinistre attrititionnel, donc avec le seuil attrititionnel grave, et péril secondaire, qui est là plus la définition que Léa vient d'énoncer. C'est au résultat. On leur laisse un peu plus de temps ou... On peut encore 10 secondes pour ceux qui n'ont pas pris le QR code, mais je pense que... Je pense que tu peux y aller. Alors, on a un petit souci technique avec l'affichage des résultats. Je pourrais peut-être les commenter plutôt. Ouais. On voit donc à la question de la différenciation des pertes attrititionnelles et des périls secondaires, le oui qui gagne largement, donc 59% de oui, 24% de non. Donc ça veut dire que c'est déjà une différenciation qui est opérée, en tout cas pour les participants à cet atelier. Bon, c'est pas, je pense qu'on peut retourner à la présentation. Et donc la deuxième question, qui est un peu plus longue et peut-être un peu plus, qui porte sur le profil de risque. Donc quels sont les changements significatifs de profil de risque que vous observez en lien avec les expositions aux risques secondaires? Là, on est moins sur une question oui-non, on est plus, on a donné la liberté aux participants de donner un peu leur avis. Ça va être un nuage de mots. Donc, Je ne puisse pas avoir le résultat soit ici. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. on va voir les résultats.
On vient de changer de page pour ceux qui sont toujours sur le Menti. Donc là, maintenant, vous pouvez normalement commencer à remplir. On ne voit pas encore de réponse. Ah, Si, voilà, ça commence à rentrer. Donc, parmi les réponses proposées, on avait concentration des risques, changement de la tarification, changement au niveau des pertes, c'est un peu petit, comportement des assurés, nouveau type de risque et le business mix. Là, pour l'instant, c'est assez équilibré. Ouais, ça commence on voit que les gens commencent à... Donc, les résultats seront disponibles on fera partager le support à l'ensemble des participants. Je pense que ce sera plus simple. En tout cas, on voit que en termes d'impact de profil de risque, on voit une grosse domination sur la partie tarification, donc changement des pratiques de tarification, ce qui semble logique, avec aussi les concentrations des risques, ce qui est assez aligné avec le contexte qu'on a posé. Donc ça veut dire, ça nous faisait peur, parce qu'on avait, quand on a préparé cet atelier, on se disait si jamais les résultats des questionnaires est complètement différent du feeling qu'on avait, la suite de l'atelier aurait été difficile. Alors, je pense qu'on peut passer à la suite. Il ne marche définitivement pas le pointeur. Merci. Ici, pour appuyer justement l'évolution des périls, on a repris un tableau du rapport sur l'adaptation du système assurantiel sur les risques liés au changement climatique, donc le rapport Langrenay, donc issu de la partie 1 du rapport, qui nous semblait assez pertinente par rapport à la notion de risque secondaire. Tout d'abord, on voit un premier effet sur certains risques, notamment cyclone et grêle, dans lequel le rapport montre une absence de quantification due à des problématiques autour des données et des systèmes pour bien isoler, en tout cas à un niveau agrégé, l'impact de ces périls. Ensuite, des tendances. On voit pour certains risques une absence de tendance, une augmentation notamment observée sur les 20 dernières années avec la prédominance de la sécheresse et de la grêle. Ce qui est en accord avec ceux qui, notamment sur les 3-4 dernières années, on a vu que ces deux périls étaient dans le viseur, en tout cas en termes de besoin d'adaptation. Et en termes d'accroissement projeté, on voit des effets, donc un accroissement assez important quasiment pour tous les risques, avec un indicateur qu'on a mis tout à droite et qui est assez intéressant par rapport à la notion que Léa a introduit sur les périls secondaires et les modèles, enfin ce que les modèles peuvent faire à date sur ces périls. On voit une qualité de modèle, d'après le rapport encore une fois, assez bonne sur la partie sécheresse, mais un focus potentiel au niveau de la qualité de cette projection autour de la grêle, où on voit que l'anticipation de l'accroissement est de 50%, avec une incertitude assez élevée. Donc ce 50% pourrait être dans la projection beaucoup plus important. Et donc un doute autour de la notion de période de retour et aussi de seuil de grave autour de la grêle. Par exemple, Swiss Re, dans son rapport, indique qu'un seuil, par exemple, de sinistralité autour de 600 à 700 millions agrégés sur un an pourrait avoir une période de retour inférieure à 10 ans, ce qui est assez impactant au niveau du risque de grêle au niveau global, et donc qui appuie en fait le besoin d'amélioration autour du risque de grêle, et potentiellement le rôle des actuaires sur ce risque pourrait être important, bien sûr pas seul, parce que ça nécessite aussi d'autres qualités. On passe au tableau suivant. Je te laisse, Alexandra, le présenter. Donc, cette fois-ci, ce qu'on voulait vous montrer... On a une question ? Oui, c'est ça. C'est prospectif et ça prend en compte la problématique autour du bâti. Oui.
Oui, tout à fait. Et je tiens peut-être à clarifier aussi le point, il n'y a pas que le changement climatique aussi qui est pris en compte dans ce rapport. Je l'ai peut-être sauté, c'était un point important. Il y a aussi l'évolution des expositions. Donc je pense que c'est ce que vous mentionnez, et l'inflation. Donc en fait, et c'est peut-être une des plus grosses difficultés on va dire dans le travail actuariel, c'est arriver à séparer ces trois facteurs. L'évolution du changement climatique, l'évolution des expositions, parce qu'elles vont être amenées à évoluer, c'est ce que vous indiquez, et aussi l'inflation, qui joue un rôle important dans la notion d'accroissement prospectif. Merci. Justement, pour continuer sur cet aspect de réchauffement climatique, et Joseph aussi vient juste d'aborder le fait qu'on peut avoir différents effets quand on fait face à des pertes. Donc ici, on a vraiment voulu montrer le rôle que peut avoir le réchauffement climatique. Donc en deux parties. La première partie que vous voyez à gauche de cette slide, on a voulu présenter donc, différents périls avec les effets du changement climatique sur ces derniers. Donc le premier, la sécheresse. On sait qu'il va y avoir une augmentation de l'évaporation et de la sécheresse des sols, qu'il y aura des contrastes de plus importants entre les périodes sèches et humides, ou encore les expansions des zones affectées par les sinistres. Si on parle d'inondation, il y aura bien sûr une augmentation des précipitations intenses et une modification du phénomène d'évapotranspiration. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un phénomène biophysique où il y a un transfert de masse d'eau vers l'atmosphère. Donc c'est pour ça que vous avez deux dans le mot évapotranspiration, vous avez le évapo pour évaporation, donc évaporation des sols, et transpiration, donc transpiration des plantes. En ce qui concerne la submersion, donc hausse du niveau de la mer, mais aussi un changement donc, des régimes de tempête. Les cyclones, on va avoir une évolution, donc une hausse de leur intensité, sans pour autant modifier leur fréquence. Et on a aussi présenté la grêle. On va être un peu plus précis sur ce dernier élément, sur la grêle. Après, on a choisi de le présenter un peu plus en détail en exemple. Mais c'est pour vous donner un panorama donc, des effets du changement climatique sur ces différents périls. Sur la partie de droite, vous avez un type à nouveau de péril, donc Severe Convective Storms, SCS, pour tempête convective. Donc il faut savoir que c'est le deuxième péril le plus coûteux après les ouragans tropicaux. En termes de chiffres, ça représente à peu près 64 milliards de dollars de pertes. Ici, vous avez un exemple américain. Pourquoi américain ? Parce que ce type, faut savoir qu'en termes de pertes sur les SCS, 85% en fait, de ces pertes sont aux États-Unis. Donc on a trouvé que vous présentez ce schéma, c'était une bonne représentation de ce type de péril. Et ici, donc, est représentée la hausse annuelle sur 15 ans, donc de 2008 à 2023, qui est estimée donc, à 8% d'après Swiss Re. Et vous avez donc une décomposition des différents phénomènes. Comme Joseph en parlait juste avant, vous avez bien sûr la prise en compte de l'inflation. On voit que la croissance économique est largement majoritaire avec 2,3% qui prend en compte aussi l'urbanisation, l'expansion spatiale. Et on retrouve le changement climatique ici estimé à 1%. Donc ce chiffre, à nouveau, il faut faire attention avec ça, c'est une estimation. Et bien sûr, il y a différents effets en fonction de la zone, en fonction du type de péril. Donc c'est un chiffre à prendre avec attention. Alors, comme je vous disais, on voulait vous parler un peu plus en détail d'un type de péril. On a choisi de vous présenter ici la grêle. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un péril aux conséquences croissantes. On s'intéresse beaucoup plus à ce type de péril. Il y a déjà eu des mémoires dessus. Il y a certains mémoires et d'autres thèses qui vont arriver cette année et dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment un péril qu'on a trouvé intéressant. D'autant plus qu'en 2022, ça a vraiment été une année charnière pour les sinistres grêles, où on s'est retrouvé avec des catastrophes d'une rare intensité. On vous a mis une petite image sur la droite pour vous donner une idée en fait, des tailles de grêlons. On ne se rend pas compte, mais des fois, les grêlons peuvent avoir une taille vraiment importante. Ici, vous avez une comparaison avec une balle de tennis. Et c'est voué à arriver de plus en plus d'avoir ces phénomènes qui entraînent des pertes sans précédent. À nouveau, si on veut donner un chiffre, d'après France Assureur, en 2022, on estime donc en France le péril grêle ayant causé environ 5 milliards d'euros de pertes, donc, ce qui est très important. Je voulais après vous présenter un peu plus en détail certaines cartes.
Donc ici, vous avez différentes cartes de la France pour le péril grêle. Nous, on a choisi de vous montrer donc des sources de données différentes pour vous montrer que les grands messages sont alignés, quelle que soit la source qu'on regarde. Donc la première, en haut à gauche, vous avez donc le laboratoire européen pour les tempêtes sévères, donc European Severe Storms Laboratory. Ici, donc, vous avez la représentation de la France avec la taille des grêlons reportée en 2022. On vous a mis une petite légende pour que vous puissiez mieux visualiser les choses. Donc, allant du vert étant la taille la plus petite, donc de la taille d'une pièce de 2 euros, jusqu'aux couleurs chaudes, comme le pamplemousse, donc orange-rouge, donc qui sont les tailles les plus élevées qu'on peut retrouver. Donc là, la première chose qu'on voit et qui est aussi représentée donc, par la source de données Kéronos, qui est une source française pour les tempêtes, c'est qu'on voit bien qu'il y a un couloir qui se dégage. Donc c'est ce que vous voyez mieux représenté, c'est pour ça aussi qu'on vous l'a mis sur Kéronos, la partie rouge. C'est que quand on regarde du sud-ouest au nord-est, on a une grande concentration en fait, de ces phénomènes. Donc, pour vous dire qu'il y a une disparité au sein du territoire, que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Et ce qui est intéressant aussi avec la source Kéronos, c'est que vous pouvez voir qu'il y a marqué de fin mai, juin, juillet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce type de phénomène, on le retrouve principalement à la fin du printemps, début de l'été, donc d'où ces mois qui sont chauds. Et aussi, j'évoque ce point parce qu'avec le réchauffement climatique, ça sera d'autant plus propice au phénomène de grêle parce que justement, il y aura des vagues de chaleur. On vous a également présenté donc, sur la gauche une source de données ANELPHA. Donc, c'est une association pareille française qui regroupe des agriculteurs, des élus. Il y a aussi des physiciens, donc, qui a été créée en 1958, dans les années 50. Et là, cette fois-ci, vous voyez donc une répartition horaire. Pourquoi ? Parce que justement, on a trouvé que c'était intéressant de rappeler que ce type de phénomène est particulièrement présent en fin de journée et dans la soirée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte pour un assureur, que ça veut dire que si on est dans le cadre de l'assurance dommage, donc les voitures, si les voitures sont dehors, on sait que c'est quelque chose à prendre en compte dans la tarification. Donc, ce que je voulais évoquer à travers ces graphiques, c'est vraiment qu'on voit des phénomènes qui sont concentrés, avec des tailles de grêlons qui sont de plus en plus importantes, c'est ce qu'on voit avec les couleurs qui sont rouges, et qui doivent être pris en compte pour l'assureur. Il y a une question. Oui. Il n'y a pas uniquement en taille de grêlon. Après, vous parlez de la fréquence. En fait, la fréquence des événements, oui, justement, on a aussi l'aspect période de retour. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées après en termes de modélisation, parce qu'en général, quand on fait des modélisations sur le type de grêle, c'est sur des historiques. Et les historiques, en fait, qui sont pris en compte, font face justement à des phénomènes qui sont avec des intensités beaucoup plus faibles que ce qu'on voit maintenant. Et donc, bien sûr, il n'y a pas seulement la taille des grêlons à prendre en compte, il y a aussi ça. Et bien sûr, il y a aussi d'autres phénomènes physiques. On parle souvent, il y a la pression atmosphérique, il y a les histoires de cisaillement. Dans beaucoup de rapports, on voit cet aspect de cisaillement du vent qui arrive. Donc, et c'est aussi ce cisaillement du vent qu'on peut voir, en fait, si on regarde la carte, la première en haut à gauche, on voit bien qu'il y a comme des diagonales. Et c'est ces diagonales, en fait, de cisaillement qui sont à prendre en compte et qui ont des effets autre que juste la taille de grêlon va augmenter. Donc oui, il y a plusieurs... c'est comme pour les submersions marines ou d'autres types de phénomènes. Il faut bien prendre en compte que... Et c'est aussi toute la complexité de la modélisation, c'est qu'on ne peut pas prendre isolément chaque aspect. Il y a toute une interdépendance entre... C'est une bonne question. On s'était concentré sur la taille des grêlons parce que c'était plus facile, oui, vu le temps imparti pour l'atelier. Mais en effet, on travaille aussi sur la notion de fréquence, mais qui est plus difficile parce que ça nécessite, là, en vision prospective, de se pencher sur les variables, les différentes variables que vient de mentionner Alexandra. Ouais. Un autre aspect dans la problématique, c'est comment 3 points assez simple, plus entre distribution du risque, assureur et assureur. D'abord, qu'est-ce qu'un événement ? Un événement, historiquement, ça a changé de définition. Si on regarde jusqu'en 2007, en France, un événement grêle était calculé sur 24 heures.
Actuellement, il est calculé sur 72 heures, agrégé 72 heures de grêle. Et donc, l'aspect historique et l'information historique a changé. Et il faut recalculer même l'aspect historique pour ne pas arriver à une fausse conclusion d'une augmentation de sévérité si la sévérité et si le calcul n'a pas été fait de la même manière. Un autre aspect, c'est l'évolution des garanties. Bon, on a entendu de l'inflation. Est-ce que toutes les garanties ont évolué avec les changements d'inflation? En général, les sommes assurées sont ajustées. Est-ce que les franchises ont été ajustées? Automatiquement, tout ça va gérer une différence et de nouveau, regarder l'historique n'est pas obligatoirement la réalité. Et un troisième point, c'est l'évolution des risques. Évidemment, il y a une urbanisation, et c'était mentionné auparavant, l'urbanisation est un grand facteur. Au niveau si on parle d'inondation, l'urbanisation crée de nouveaux chemins pour l'eau. Si on parle avant de champs et maintenant de béton, l'eau ne va pas aller de la même manière et pas aller plus à la même vitesse. Et donc, on crée de nouveaux systèmes et même des événements antérieurs, s'ils devaient se refaire maintenant, agiraient de manière différente et auraient des pertes différentes. Et aussi, dans l'évolution, il y a une évolution des risques. On en parle beaucoup de grêle maintenant. Il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas beaucoup de panneaux solaires sur les bâtiments. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Ça a évolué. C'était normalement construit pour. Donc, ça tient bien. Une bonne bille de 5 cm, c'est bien. Ça tient, ça. Maintenant, quand il y a un pamplemousse qui tombe, c'était pas désigné pour ça, quoi. Et donc, tous ces changements, il faut en tenir compte, pas juste regarder les chiffres, mais aussi regarder l'évolution et comprendre l'évolution du passé pour ne pas tomber dans des erreurs ou soit trop pessimiste, soit trop optimiste. Je vais le faire, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est assis. On repasse à la partie questionnaire. Donc à partir de tout ce qu'on vient à partir de l'échange qu'on vient d'avoir et aussi de la présentation, selon vous, quelle est la marge d'erreur dans vos modèles? Donc là, c'est une question un peu tricky, mais ce sera intéressant d'avoir une vision de ce que pense la salle de cette marge d'erreur. Et on aura une deuxième question sur les freins à une évaluation correcte du risque. Donc là, c'est une question. Là, on est plus dans l'actuariat pur. Et c'est dommage que vous ne voyez pas l'animation, ouais, parce c'est des petites billes qui bougent vers des niveaux d'incertitude. Et on se dirige vers un niveau d'incertitude entre 25 et 50%. Encore une fois, ça colle un peu avec l'incertitude qu'on a mis sur la partie de la présentation. Derrière la marge à 25-50, on a donc à 43%, on a à 27% des participants une marge à 50-75. Donc, voilà, je pense que on n'avait pas le temps de poser la question quelle est la marge d'erreur dans vos modèles par péril. Hein, sinon, je pense qu'il faudrait un atelier un peu plus long. Mais en tout cas, je pense que c'est un résultat entre 25 et 50% qui l'emporte. On peut passer à la question suivante. Sur les freins à une évaluation correcte du risque. Donc là, on est plus sur un nuage de mots. Ah, des box, pardon. Mais ils ne verront pas de toute façon. On a la data. Ouais, pas sans surprise. Data. Ouais, QDD, data. OK. Manque d'historique, encore les données.
Je vois effet de seuil, c'est intéressant. Tout ça, c'est dommage que vous ne le voyez pas et je pense que ça peut nourrir la question qu'on peut avoir. Je vois qu'il y a la projection et scénario du GIEC, donc il y a des gens qui ne sont pas forcément alignés avec les scénarios du GIEC. Donc ça pourrait nourrir un échange intéressant. Mutualisation des données historiques non consistants, data, changement de législation et détail du bâti assuré. Ok. Bon, on vous mettra à disposition de toute façon les réponses. Et bon, de toute façon, si vous avez des questions, il y a le groupe de travail sur le changement climatique et la tarification, vous pouvez vous inscrire. Vu qu'il nous reste officiellement 11 minutes, je propose de passer à la suite. Tu peux y aller là. Merci. Donc, comme on l'a vu, on a maintenant des nouveaux sinistres, ou en tout cas des risques qui sont plus grands sur des sinistres qui étaient avant sous-estimés. La question va être comment on va pouvoir partager cette charge additionnelle. Tout d'abord, on a pensé bien évidemment à atténuer le risque à la base avec des mesures de mitigation. Donc, par exemple, des filets anti-grêle ou des digues. Alors, bien évidemment, sur la fréquence, ça va marcher avec des périodes de retour qui sont adaptées avec ces outils. On peut bien évidemment penser à l'augmentation de la sévérité, puisque avec une digue, par exemple, elle est construite pour avoir une période de retour, disons, milléniale. Et si on dépasse la digue, le risque est d'avoir un non-retrait de l'eau qui peut avoir des conséquences bien pires, finalement, que de ne pas avoir de digue. Donc c'est ce double enjeu avec les mesures d'adaptation qui est important de prendre en compte dans nos tarifications, notamment, et dans notre compréhension du risque. La deuxième, et je pense qu'on en a pas mal parlé, notamment dans les conférences juste avant, c'est sur la cartographie. Il est essentiel de comprendre les risques que l'on va tarifer. Comme l'a présenté Alexandra, c'est des sinistres ou des risques qui ont une cartographie bien particulière, comme par exemple pour la grêle, comme pour les sinistres primaires, bien évidemment. Et c'est essentiel de comprendre comment on va pouvoir adapter nos cartographies du risque, notamment avec l'urbanisation, qui est un enjeu crucial. Le deuxième point, c'est l'utilisation des nouvelles technologies et des compétences pluridisciplinaires, notamment par exemple dans les provisionnements. Pour comprendre le développement des risques, on peut également faire entrer des modèles climatiques dans le reserving. Et ça va être également le cas pour la tarification, même si c'est déjà le cas dans les sinistres primaires. Et le dernier point qui est important, c'est sur la tarification, bien évidemment, quand on va partager le risque, puisque différents acteurs vont être dans cette partie prenante dans cette discussion, notamment en France avec le régime CatNat et la hausse de la prime de la CCR, de la surprime. Mais également, on peut penser à tout ce qui est franchise et augmentation des primes. Et d'ailleurs, les stress tests de la CPR 2023 anticipent déjà une augmentation des primes pour pallier à ces périls dits secondaires. Je ne sais pas si maintenant, après la fin de la présentation, on dira toujours secondaire ou pas, mais qui sont toujours dits secondaires. Et je n'ai plus la zapette. Merci. Donc bien évidemment, quand on parle de tarification, on parle de modèles, de chiffres. Et comme j'ai pu le dire en introduction déjà, les datas ne sont pas forcément les mêmes que sur les périls secondaires. On a un retard par rapport à la modélisation. Le rapport Langrenay propose une vision court-moyen terme de l'évolution des modèles par péril. Donc on voit qu'en court terme, finalement, on va essayer de corriger l'incertitude sur certains des périls, notamment la sécheresse et les vagues submersives. Mais sur les autres périls, il nous faudra beaucoup plus de temps pour avoir plus de certitude sur les modèles. Donc, par exemple, sur la sécheresse, on voit qu'on peut avoir une meilleure disponibilité des nouveaux indices et des approches multimodèles dans un horizon 5-10 ans. Et globalement, sur presque tous les périls, ce qui va être important, ça va être encore une fois la cartographie, le maillage qu'on va pouvoir avoir et les informations qu'on va pouvoir avoir, et le développement du coup de modèles climatiques comme on peut avoir sur le hurricane par exemple, mais sur des périls dits secondaires. Donc ça demande un investissement bien évidemment. Et des données sont déjà disponibles pour pouvoir commencer les travaux. Oui, donc, concernant les données externes et plutôt climatiques, on a différentes bases de données sur le marché qui sont soit payantes, soit gratuites, qui donnent des historiques ou
des projections. On peut tout d'abord parler de Météo France qui a mis en ligne et en open source ces données, et la DRIAS qui donne donc des projections. On a également des bases de données qui sont spécifiques à des périls tels que Kéronos, qui donne des informations sur la grêle en France, ou les bases de données européennes sur la tempête convective. On a également des bases de données mondiales telles que Jupiter ou Weather TradeNet. Donc là, c'est des bases de données américaines. Alors c'est mondial, mais produit par des Américains, en tout cas pour Jupiter. Et sur cet aspect-là, il faut faire attention sur la modélisation de la grêle, car pour l'instant, les modèles de grêle sont construits sur une topographie américaine, alors que la topographie française est différente, donc les résultats peuvent être différents. On peut ensuite avoir des données complémentaires autres que climatiques. Donc, par exemple, sur les informations du bâti, on peut avoir la BDD Topo. Et sur l'aspect de l'évolution de la population française, on peut aller voir les bases de données de l'INSEE. Merci. Donc, maintenant, concernant les modèles en eux-mêmes, on a deux approches actuarielles qui sont les modèles statistiques basés sur l'expérience et on a les modèles stochastiques. Donc là, ça va être plutôt l'utilisation d'indicateurs climatiques couplés avec des modèles de vulnérabilité et qui seront utilisés notamment pour tester plusieurs scénarios climatiques. Au niveau des risques de ces modèles-là, c'est assez varié. On a les modèles de tempête qui sont plutôt stabilisés grâce à une amélioration constante. Et on a par exemple les modèles de grêle qui, eux, présentent encore de fortes incertitudes sur les résultats. Car par exemple, on peut prendre l'exemple de la période de retour qui est très variante selon les modèles utilisés de 10 à 200 ans. Donc tout ça s'inscrit dans un monde de l'assurance qui, lui, est construit par deux grands modèles, soit le modèle type US sur la liberté de marché, soit très encadré par l'État. Donc dans ces deux modèles-là, la France se retrouve, les deux coexistent. L'indemnisation de la tempête va se retrouver sur le modèle 1 et le régime CatNat plutôt dans le modèle 2. Mais à la base, il y a un ensemble de risques et il y a des acteurs qui se partagent ce risque. Et en gros, en général, cet ensemble de risques, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît vraiment bien? Est-ce qu'on sait le quantifier? Mais de toute façon, le risque est là, il existe et il est partagé. Alors, il y a 4 grands acteurs. Anaïs, je te laisse parler des deux premiers, peut-être. Donc, on peut commencer par l'assuré, qui, lui, peut agir à son niveau en connaissant son exposition au risque via des sites tels que Géorisque ou encore même les sites de son assureur qui peut lui fournir des informations sur son exposition. Il peut également participer à la prise en charge d'une partie de son sinistre via le mécanisme de la franchise d'assurance. Les assureurs, eux, sont exposés principalement au sinistre attritionnel et à la dérive de fréquence. Et pour pallier à cette exposition-là, différents leviers existent. Donc le premier, c'est d'accompagner l'assuré et de mettre en place des actions de prévention auprès des assurés. Mais il peut également mettre en place des éléments tarifaires, limiter les concentrations ou encore, par exemple, mettre en place un système de profit sharing où les bonnes années compenseraient les mauvaises années. Au niveau de la réassurance, évidemment, la réassurance est là pour les chocs de sévérité. C'est un moyen d'aider grâce à une diversification hors un seul territoire, mais globale. Donc, elle permet de faire de travailler et avec l'expérience globale, peut aider localement à comprendre ce qui se passe parce qu'on voit la même chose quelque part ailleurs. Et évidemment, il y a le côté gouvernement, on en a entendu dans la session plénière. Le gouvernement peut intervenir comme réassureur, comme assureur, mais aussi comme
un risk manager dans la gestion du risque. Quand je parle d'un ensemble de risques qui est partagé par ces acteurs, évidemment, on peut essayer de partager le risque en disant le risque est là, mais là, on peut travailler sur le risque. Si on fait du risk management, est-ce que le risque, on peut le réduire? Ce qui a été mentionné auparavant. Ou il faut aussi de manière proactive, est-ce que le risque est en train de grandir et comment on va gérer? Donc, ces 4 acteurs ne peuvent pas travailler indépendamment les uns des autres et tout le monde doit avoir conscience du risque et de savoir qui prend quoi de ce risque. Très bien. On peut passer à un avant-dernier Menti. Et je vois qu'on nous reste 2 minutes. Donc je vous prie de m'excuser par avance pour le retard. Peut-être que le stream va se couper. On pourra, j'espère, continuer l'échange. Il faudrait qu'on a commencé un peu en retard. Donc la première question du Menti, en tout cas la seule question qui est posée sur cette page, c'est comment évaluez-vous le niveau actuel de partage des risques climatiques en lien avec le réchauffement climatique sur la concentration des expositions? Défavorable à tous. Alors oui, on a 4 réponses potentielles. Donc favorable aux assurés, favorable aux assureurs, favorable aux réassureurs. Et c'est vrai que c'était mon idée de mettre défavorable à tous, qui était un peu un epsilon. Et je vois qu'on est en train d'avoir une grande domination du défavorable à tous. Quasiment 80%. C'est pas très optimiste. On a combien de participants? 40 participants. Okay. 41, 43, ça augmente. Ok, ça s'est rééquilibré. On a donc 50% de défavorables à tous, 24% de favorables aux réassureurs, 13% de favorables aux assureurs et 11% favorables aux assurés. Donc vous le verrez quand on partagera avec vous, ça fait une belle progression avec tout le monde hyper assez dominant et ensuite les favorables aux réassureurs. Donc on pourra avoir des beaux échanges pour le déjeuner. Voilà. On voulait terminer pour aller plus loin. Alors, on va conclure et si jamais après on est toujours là pour répondre à des questions. Il y a tout ce mécanisme qui est là, il y a la gestion du risque. On parlait de l'ensemble de risques juste auparavant, mais quand on a un ensemble de risques, si on veut l'assurer, il faut une certaine prime pour assurer ce risque. Quelle est la prime? Il faut être capable de tarifier, modéliser, parce que si l'ensemble des primes n'est pas adéquat à l'ensemble du risque, les 4 acteurs mentionnés auparavant vont se taper les uns sur les autres jusqu'à ce que qui prend quoi. L'exemple des réponses d'auparavant, est-ce que tout le monde n'est pas content? Si tout le monde n'est pas content, est-ce que c'est une indication que la prime associée à l'ensemble de risques n'est pas adéquate? Il y a cet aspect-là. Il y a un aspect plus social. On ne peut pas arriver juste à dire bon ben voilà, les risques sont pas assurables, c'est fini, personne, débrouillez-vous tout seul. Il faut trouver les mécanismes qui permettent d'assurer le plus grand nombre. Alors évidemment, mentionné aussi auparavant, une maison en face de la falaise qui recule toutes les années, à un moment donné, c'est plus assurable. Mais il faut emmener le plus de personnes pour pouvoir être assuré. Et la gestion des risques, on ne sait pas parler évidemment, mais quand Thierry Martel dit avant, il faudrait que les collectivités locales aient un risk manager. Est-ce que les villes ont besoin d'un risk manager? Est-ce que les États ont besoin d'un risk manager pour essayer de comprendre tout ce mécanisme et ce risque et comment s'en protéger? Parce que l'assurance, à la fin, n'est qu'une manière de protéger ce qui n'est pas possible de protéger autrement. C'est tout ce qui est construit comme protection. Au-delà, on achète l'assurance. Alors,
c'est tous ces mécanismes qu'il faut faire marcher ensemble, et les actuaires, pour donner un prix à ces risques, il faut être capable de donner un prix, parce que si le prix est exorbitant, ça va impliquer tout ce mécanisme. Si le prix est trop faible, il dit non, je préfère payer, ça sera plus facile, ça va enclencher un mécanisme qui, sur le long terme, permet plus d'assurer personne. Très bien, merci. On a quelques questions pour la fin, et on pourra aussi prendre bien sûr vos questions si vous en avez en plus, pour le Menti, bien sûr. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà répondu, 4 personnes qui ont déjà répondu à la question « Investissez-vous dans de nouveaux modèles sur les périls secondaires ?» Pour l'instant, on a une forte domination du oui, ce qui est une bonne nouvelle par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais qui est en train de se rééquilibrer. J'ai l'impression d'être un commentateur. Donc on est environ à 75-25, mais on n'a que 18 participants, donc ça peut encore bouger. Peut-être un mot aussi, Joseph, sur les travaux du groupe de travail, mais on travaille également sur un sondage, un peu comme ces questions qu'on vous a posées pendant toute la présentation, pour tout l'Institut des actuaires, sur le sujet de la distribution du risque secondaire. Normalement, vous verrez un questionnaire, en effet, comme tous les questionnaires que vous voyez passer de l'Institut. On est en train de préparer un questionnaire dans le cadre du groupe de travail, avec des questions peut-être plus poussées, justement, pour permettre de faire avancer la réflexion. Ok, donc on a quand même une domination de oui, donc 65% de oui, en tout cas d'acteurs qui investissent dans les nouveaux modèles. La deuxième question, donc selon vous, faut-il piloter les risques liés aux périls secondaires en approche brute ou nette de réassurance, qui, et malheureusement c'est une typo sur cette page, n'est pas affichée, donc, mais la question est bien dans le Menti. C'est une question intéressante, donc est-ce que l'approche doit être brute ou nette? Et on voit une domination parce qu'on a proposé 2 réponses, brut, net ou les deux. Et on voit qu'une majorité d'acteurs... je parle trop vite, ça bouge. Bon, une majorité d'acteurs considèrent les deux, donc le brut et le net, mais avec un certain rééquilibrage. Donc le brut, l'approche en brut se rattrape un peu, donc on a 36% de brut, 56% d'approche combinée et 8% de vision en net, ce qui est assez intéressant, je pense. Ok, on va passer à la question suivante. Il ne reste que 2 questions. Voyez-vous des opportunités de croissance grâce à des couvertures innovantes? Question très ouverte. Tu peux parler dans le micro parce que je t'entends. On peut peut-être enchaîner pour les questions. Oui, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant qu'on fait tourner le Menti. Prendre en considération ces modélisations du risque climatique dans les impacts qu'on peut avoir dans les coefficients de développement. C'est ce que j'ai vu à un moment. Je voulais voir ce que vous aviez en tête. Oui, donc tout à fait, ça sera un peu comme ce qu'on fait aussi sur des modèles de tarification finalement, mais ne pas travailler uniquement avec les data, mais également avec des modèles climatiques. Donc intégrer le risque physique dans les facteurs de développement. Si ça répond à votre question. Ça, j'avais compris. Okay. C'est plus comment, si on est sur... J'avais vu le mot triangle, ouais. De façon très concrète, mettre des indices géophysiques. Exactement, oui, tout à fait. C'est pas nouveau. Si on prend, par exemple, et beaucoup de compagnies de modélisation, par exemple, des tempêtes européennes, utilisent des modèles... de la modélisation pour tourner avec certains paramètres d'augmentation de chaleur et autres, et de créer des event sets d'événements différents selon les différentes approches d'augmentation de température. Et donc, ceci est faisable. Est-ce que ça l'est
sur le côté grêle, ce qui est beaucoup plus difficile à modéliser, mais qui, on avance, on s'approche, mais ces choses-là sont faisables. Et donc, on peut intégrer un aspect de regarder en avant avec les tendances. Ça répond à votre question? Oui, c'est un peu de ma faute, hein, ce bullet point. Je pensais principalement, par exemple, au SWI en sécheresse, qui est un exemple d'indice qui peut être utilisé. Mais on sait que certains acteurs essayent de, en reprenant un peu ce qui est fait dans les ORSA, regarder en fait comment on peut, dans une première approche quantitative, ajouter une petite, dans la projection, que ce soit entre 5 et 10 ans, de rajouter un petit peu un impact climatique dans les facteurs de développement. D'accord. Oui. Alors, a priori, l'EIOPA a fait des consultations sur le sujet, notamment risque de prime, risque de réserve. Ils considèrent, en tout cas, c'est l'approche prudentielle, que à date, il n'y a pas vraiment d'impact direct sur le risque de réserve du changement climatique. Ça, c'est en tout cas ce que dit l'EIOPA. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et puis aussi le reserving, comme vous dites, c'est sur les données. Enfin, le principe de chain leader, c'est de dire que ce qui s'est passé avant va refléter ce qui va se passer par la suite, mais c'est plus le cas avec le réchauffement climatique. Et c'est des choses qu'on ne prend pas en compte dans les méthodes de reserving traditionnelles, sauf dans les méthodes stochastiques, bien évidemment, où on peut prendre en compte ce genre de facteurs. Mais principalement, les personnes sont encore souvent sur des méthodes déterministes qui ne prennent pas en compte le réchauffement climatique. En tout cas, sur les périls secondaires. On a un super sujet de mémoire. Pas de promotion pour Deloitte. Pas d'autres questions? On avait terminé avec le Menti? Il restait une question. Il reste une question pour ceux qui ont encore le courage. C'était quelle question? En cas de statu quo en matière de partage des risques, comment décrivez-vous les potentielles conséquences? On a déjà 2 réponses. Merci pour votre participation à cet atelier. Et comme indiqué, si vous voulez les réponses questionnaires, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour le déjeuner et de toute façon, nos contacts sont sur le site de l'Institut. Merci beaucoup.